Bien. Rebonjour. Nous voici, n'est-ce pas, pour la suite de notre module. Et souvenez-vous que nous avons dit que nous avions, dans notre module, nous avions 3 séquences. Et que les 3 séquences, nous avons vu la première séquence qui était intitulée les objectifs et finalités de l'entreprise. La deuxième séquence que nous allons voir tout à l'heure, c'est la séquence intitulée les formes de stratégie nationale. Voilà, n'est-ce pas, ce sur quoi nous allons travailler tout à l'heure. Alors, on retient les formes comme séquence 2, les formes de stratégie nationale. Les formes de stratégie nationale. Voilà. Les formes de stratégie nationale, c'est qu'il faut dire, il faut toujours se souvenir que nous avons présenté les objectifs. Les objectifs ne changent pas. Comme c'est dans le PowerPoint que vous avez, vous devez toujours être capable d'identifier les différentes stratégies que l'entreprise peut mettre en place pour atteindre ses objectifs de croissance. Ensuite, toujours se rappeler qu'on a dit, pour mieux comprendre cet enseignement, il faut donc se souvenir des notions de croissance économique, des notions de marketing, des notions de pilotage. Allons-y. Alors, la séquence numéro 2, n'est-ce pas, nous parlons des formes, des stratégies nationales de l'entreprise, parce que l'entreprise, lorsqu'elle met en place une stratégie, elle va, n'est-ce pas, s'intéresser, elle doit d'abord se poser la question, notre stratégie, c'est pour le marché national ou le marché international? Et donc, lorsqu'il s'agit d'une stratégie nationale, nous avons, n'est-ce pas, des éléments à mettre en place qui constituent ici, n'est-ce pas, nos objectifs de la séquence, des objectifs spécifiques. Donc, ici, l'entreprise doit pouvoir identifier les types d'actions stratégiques. Quels sont les types d'actions stratégiques que nous disposons pour une stratégie nationale? Ensuite, l'entreprise aussi doit pouvoir, afin de mettre en place les mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, l'entreprise doit connaître les conséquences des stratégies nationales. Donc, chaque stratégie a une conséquence. Ça peut être des conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Alors, pour bien asseoir cette séquence, nous avons les types d'actions stratégiques, comme je disais tout à l'heure, et les conséquences de la stratégie. Dans un premier temps, nous allons voir les types d'actions stratégiques. Donc, les types d'actions stratégiques. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, la stratégie, il y a la stratégie sur le produit. L'entreprise doit agir sur le produit. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Que lorsque l'entreprise agit sur le produit, nous avons un premier point, la stratégie de spécialisation. L'entreprise doit donc rechercher à se spécialiser sur un produit. Et par principe, on dit, elle consiste pour l'entreprise à limiter ses activités à un métier particulier. L'entreprise se contente d'élaborer et de commercialiser un seul produit, n'est-ce pas, afin d'atteindre la meilleure position concurrentielle possible. Lorsqu'on se concentre sur un seul produit, on prend de l'assurance, de la confiance, et on présente au mieux son produit par rapport aux autres, à ses concurrents. Ensuite, on nous fait savoir que la stratégie de spécialisation, n'est-ce pas, intéresse beaucoup plus, n'est-ce pas, les PME, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les PMI, qui font généralement recours à cette stratégie en raison de son coût relativement peu onéreux, c'est-à-dire que ça ne coûte pas trop cher pour l'entreprise pour se spécialiser sur un seul produit, alors que si on met sur plusieurs produits, il y a un coût important. Ensuite, nous avons
dans cette stratégie, il y a des avantages. Quel est le premier avantage? Réalisation des économies d'échelle, c'est-à-dire baisse des coûts unitaires. C'est-à-dire plus on se concentre, on est spécialisé, on a des économies d'échelle parce qu'on va donc être dans un environnement où on a un produit concurrentiel et avec plusieurs consommateurs, autant pour moi. Et si on a plusieurs consommateurs, on a donc une productivité qui permet à l'entreprise de réduire les coûts parce qu'elle va produire davantage pour satisfaire la demande. Et donc, il y aura baisse des coûts unitaires. Et s'il y a baisse des coûts, automatiquement, on engrange des profits. Effet d'apprentissage, approfondissement des connaissances techniques par l'usage. Vous voyez, lorsque vous ne faites que ça à longueur de journée, vous prenez de l'assurance. Vous devenez compétitif. Vous voyez, les joueurs de football, lorsqu'on dit qu'un joueur de football est professionnel, ça dit qu'il ne fait que ça à longueur de journée, il est payé pour s'entraîner pour ça seulement. Et là, il devient professionnel, donc il y a donc la connaissance, il devient mieux dans ce domaine-là et il a maintenant des automatismes. Amélioration de la productivité, augmentation des quantités produites avec les mêmes facteurs de production. Parce que si maintenant on a une forte demande et que les capacités de production sont mieux utilisées, alors on augmente les quantités produites avec les mêmes. Donc il y a donc la productivité. Donc on va produire plus que, on va gagner en quantité produite. Troisièmement, amélioration permanente du produit. L'accent ici, n'est-ce pas, est mis particulièrement sur la quantité. Parce que lorsque on a une forte demande, pour répondre au premier avantage, on a l'économie d'échelle, donc on va augmenter la production. Et si on augmente la production, cela nécessite, n'est-ce pas, cela donne la possibilité à l'entreprise, n'est-ce pas, de gagner sur la qualité, parce qu'elle s'est spécialisée dans un produit. Bien évidemment, les inconvénients, on ne peut pas mettre ça de côté. Vulnérabilité de l'entreprise. Vulnérabilité pourquoi? Parce que l'entreprise, dès lors que l'entreprise met sur le marché un seul produit, en se spécialisant, il y a le risque que si ce produit ne fonctionne pas, l'entreprise meurt. L'entreprise est au bord de la faillite dès lors qu'on ne consomme plus ce produit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul produit. Dès lors qu'il y a un problème sur ce produit, l'entreprise est vulnérable. Dès lors qu'il y a la concurrence qui rentre sur le marché et que la demande baisse parce que les parts de marché sont maintenant réparties, à ce moment-là, l'entreprise est vulnérable. Stratégie risquée. Bien évidemment, comme on dit, c'est risqué de chercher à se spécialiser alors que dehors, il y a la concurrence. Si les autres arrivent à vous évincer sur ce marché, vous êtes foutus. Donc, voilà pourquoi l'entreprise est donc obligée, n'est-ce pas? Et donc, cette stratégie, on dit, est risquée. Rigidité de la structure. Voilà. Dans une stratégie de spécialisation, les structures sont rigides. Il est difficile de passer d'un produit à un autre parce que la structure a été montée uniquement et rien que pour ce produit. Et si jamais il y a des modifications, il y a des problèmes de remodélage de l'appareil de production. Et même le personnel, il y a nécessité de recyclage. Après la stratégie de spécialisation, nous avons par la suite la stratégie basée toujours sur le produit. On a la stratégie de diversification. Dans la stratégie de diversification, on nous dit qu'elle consiste à intégrer dans l'entreprise de nouvelles activités différentes des activités initiales. Ça veut dire qu'ici, maintenant, on n'a pas qu'un seul produit, on en a au moins deux. Donc l'entreprise a maintenant plusieurs produits sur le marché. Alors, ça devient impossible de les vincer alors que l'entreprise a maintenant plusieurs produits. Si sur un produit il y a des difficultés, elle va se rattraper sur l'autre produit. Donc, elle peut être le résultat du surplus de ressources générées par une seule activité. Ici, on nous fait ça, on peut partir d'une activité, mais avec une vision stratégique de passer à plusieurs produits. Diversification de développement ou de l'épuisement d'une stratégie de spécialisation.
diversification de suivi. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans la vie d'un produit, à un moment donné, on sait que dès que le produit atteindra telle quantité en termes de part de marché, il va falloir trouver d'autres produits pour, n'est-ce pas, continuer à se maintenir sur le marché. Et là, on est dans la diversification. Ensuite, nous avons comme avantage la répartition des risques. Un produit réalise des pertes et un autre produit qui réalise des profits. Ça compense parce qu'à la fin, l'entreprise peut avoir un profit global alors qu'il y a des produits pour lesquels l'entreprise ne réalise pas de profit. L'accroissement du chiffre d'affaires, bien évidemment, si on a plusieurs produits, on a plusieurs marchés. Et donc, sur chaque marché, l'entreprise tire un maximum de ventes et qui concourt, n'est-ce pas, à l'accroissement de son chiffre d'affaires. On a l'accroissement de son pouvoir sur le marché. Dès lors qu'une entreprise a son nom marqué sur plusieurs produits sur un marché, vous comprenez qu'à un moment donné, le consommateur a l'impression que cette entreprise est une entreprise puissante. Parce que sur un rayon, dans une entreprise, on va voir une gamme de produits qui sont les produits de cette entreprise-là. L'inconvénient, n'est-ce pas, c'est que c'est une stratégie, bien évidemment, onéreuse. Il faut dépenser, il faut investir. Le problème d'intégration et de réorganisation. Tout à l'heure, nous avons dit que l'entreprise dans la spécialisation était une structure rigide. C'était un d'éléments, un inconvénient. Mais ça voudrait dire que si on passe à la spécialisation, voilà, on nous dit qu'il y aura un problème pour changer l'appareil de production pour que ce soit flexible, pour qu'on produise plusieurs, aussi bien les outils de production que la ressource humaine. Il faut les réorganiser. Dispersion des efforts. Dans ce cas, il y a toujours une dispersion des efforts parce qu'il y a toujours des flottements entre les agents. Difficulté d'apprentissage. Ah oui, il y a des gens qui sont réfractaires au changement. Et quand ils sont réfractaires au changement, il faut du temps pour les mettre sur les rails. Et donc, c'est une difficulté qui, n'est-ce pas, se présente à l'entreprise lorsqu'elle est dans une stratégie de diversification, surtout lorsqu'elle sort d'une stratégie de spécialisation pour passer à une stratégie de diversification. Alors, il y a souvent des difficultés d'apprentissage pour son personnel. Après la stratégie de diversification, on a la stratégie de différenciation. Ne pas confondre diversification et différenciation. Dans la diversification, il y a plusieurs produits. Dans la différenciation, on nous dit qu'il s'agit ici de fabriquer plusieurs variantes d'un même produit à partir du même base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si on prend le lait, vous avez des variantes de lait. C'est toujours le lait, mais il y a des variantes. Et donc, c'est toujours produit laitier. Alors que dans la diversification, si on produisait du lait, on peut produire autre chose, peut-être des dérivés du lait, mais pas toujours du lait. Et ici, dans la différenciation, on va adapter les produits parfois par rapport à la demande. Vous avez les sacs de riz de 50 lb, 25, 10, d'1 kilo. C'est une variante qui circule. Alors, on nous dit, elle porte sur le produit qualité, innovation, sur l'image de la marque, le design. Vous avez souvent des bières, des boissons, où on vous change juste la bouteille. On a agi sur le design. On dit, c'est nouveau design, mais même goût. Hein? Là, on a agi sur l'image, sur l'entreprise. Ici, a un intérêt, n'est-ce pas, à se différencier en apportant des éléments qui captivent l'œil du consommateur. Cette stratégie a des avantages, bien évidemment, et des inconvénients. Diapo. Nous avons, dans la diapo, nous voyons, n'est-ce pas, les avantages. Quel est l'avantage de la différenciation? Accroissement du chiffre d'affaires. Parce qu'à un moment donné, les consommateurs s'intéressent, n'est-ce pas, au design du produit. Pourtant, parfois, c'est le même produit. Mais puisqu'on a différencié en termes de paquetage, en termes peut-être de couleur,
alors le consommateur est attiré. Alors, accroissement du chiffre d'affaires, parce que l'entreprise va augmenter son chiffre d'affaires en différenciant. Réduction de l'impact de la concurrence, parce qu'on est parti de quoi? Ici, là, il y a la notion de segmentation du marché, c'est-à-dire que l'entreprise, à un moment, va segmenter le marché. Ensuite, nous avons l'élargissement de la clientèle. Ici, on a la stratégie. Ici, là, dans l'élargissement de la clientèle, dès lors qu'on va différencier son produit, on va donc toucher un grand nombre de marchés par rapport aux besoins des consommateurs. Dans la stratégie de différenciation, il y a des inconvénients. Toujours onéreuses, exigences d'innovation. C'est-à-dire que lorsqu'on veut différencier, c'est-à-dire qu'il y a une obligation qui est faite aux agents, à tout le personnel, de trouver des mécanismes d'innovation du produit. Donc, tous les jours, on travaille pour trouver des variantes du même produit pour mettre sur le marché, parfois pour couvrir un segment du marché où les consommateurs de ce segment de marché ne se retrouvent pas avec les premiers et sont attirés par un design. Ceci est souvent le regard qui est le travail qui est demandé à l'enquête, c'est-à-dire au marketing, étude de marché pour comprendre le comportement des consommateurs. À ce moment-là, on passe à une notion d'innovation. Ensuite, nous avons dans la stratégie de différenciation, après la stratégie de différenciation, nous avons diapo. Toujours dans la stratégie sur le produit, nous avons la stratégie d'innovation. Donc, ça veut donc dire qu'à un moment donné, l'entreprise peut donc mettre en place une stratégie d'innovation. Ici, dans le principe, elle consiste à introduire une nouveauté économique sur le marché. Donc, on va mettre sur le marché une nouveauté dans la qualité de nos produits, dans la présentation de nos produits. Alors, on met une nouveauté. On dit qu'il y a une nouveauté. Et vous avez les maisons de téléphonie chez nous qui sont dans la nouveauté presque à tout moment par rapport à des événements. Il y a des nouveautés, des nouveaux produits qui nous sont proposés, n'est-ce pas, pour captiver. Ensuite, nous avons ici comme avantage la compétitivité prix. Dans la compétitivité prix, vous avez, n'est-ce pas, lorsqu'on a innové, les autres ne sont pas encore dans notre segment de marché. Et donc, on a l'avantage de fixer le prix. Et donc, parce que le prix, il n'y a pas de concurrent dans ce segment. Et donc, nous fixons le prix par rapport à tout ce que nous avons engagé, c'est-à-dire par rapport à nos coûts, sans avoir à avoir peur de la concurrence. Il y a la compétitivité produit. Notre produit est nouveau sur le marché. Par conséquent, il n'y a pas de concurrent pour le moment. Donc, on a un avantage lorsqu'on innove dans le produit. Bien évidemment, s'il y a des avantages, des inconvénients toujours. Lorsqu'on innove dans la stratégie d'innovation, il y a le coût de recherche-développement parce qu'il y a des gens qui sont payés que pour faire la recherche, pour améliorer les produits. C'est leur secteur d'activité. Il y a la nécessité d'acquisition de brevets parce que les entreprises, parfois, pour innover, ils peuvent rentrer dans un secteur où les brevets existent. Et donc, sur le territoire national, ce produit n'existant pas, il faut donc acquérir ce brevet pour pouvoir produire, pour être leader local. À ce moment-là, on a besoin, n'est-ce pas, d'innover, on a besoin de dépenser pour arriver à ce stade. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut comprendre dans la stratégie, n'est-ce pas, sur le produit. Deuxièmement, on va arriver sur la stratégie sur le marché. Action sur le marché, nous avons la stratégie d'écrémage. Donc, on a fini avec le produit. Maintenant, on agit sur le marché. Sur le marché, on a la stratégie d'écrémage. C'est quoi le principe de la stratégie d'écrémage? Elle consiste à cibler une clientèle fortunée, prête à payer un prix élevé, permettant, n'est-ce pas, de compenser le surcroît de l'image et de la qualité du produit. Cette clientèle, n'est-ce pas, étant restreinte, l'entreprise ne peut réaliser un volume de vente important. Vous avez des véhicules qui ne sont fabriqués que pour une clientèle cible. Vous avez des produits sur le marché, on ne fabrique que pour une clientèle cible. Et donc, les prix sont élevés et parfois c'est sur commande que ces stratégies-là sont, n'est-ce pas, que ces produits-là sont élaborés. Et donc, on va s'intéresser au comportement. On va donc fabriquer, par exemple, dans la gamme de véhicules, on va
répondre à une caractéristique de la clientèle. Tel client, un certain nombre de clients veulent qu'il y ait telle option dans sa voiture et on ne fabrique qu'un certain nombre et on ne va pas au-delà. Là, on est dans l'écrémage. Après la stratégie d'écrémage, il y a des avantages, bien évidemment, qui en découlent. Il y a une marge bénéficiaire confortable. Là-bas, c'est à la commande, pratiquement, pour certains produits. Il y a la position concurrentielle confortable. Il y a très peu de concurrents qui se lancent dans la stratégie d'écrémage. Il faut avoir les moyens pour pouvoir y arriver. D'où l'inconvénient qui s'ensuit. Clientèle restreinte, on ne vise pas le grand marché. Exigeant de capacité d'innovation, il faut créer, il faut passer du temps, n'est-ce pas, à innover le produit. Donc, clientèle restreinte, exigeant de capacité, comme inconvénient, avantage, marge bénéficiaire confortable et, n'est-ce pas, position confortable en matière de produits. Après la stratégie d'écrémage sur le marché, nous avons la stratégie de pénétration. Ici, il faut rentrer. Il faut trouver une stratégie pour avoir une grande part de marché. Dans cette stratégie, on nous fait savoir que le principe est de pratiquer un prix bas afin de réaliser rapidement un volume de vente important et d'occuper une position dominante dans sa branche d'activité. Elle s'applique à des produits de large consommation. Vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, vos parents certainement doivent se souvenir, nous avons un journal ou un journal d'annonce sur la place qui avait commencé par nous distribuer ces documents dans les pharmacies gratuitement. Ensuite, le prix est passé de 0 à 100 francs, de 100 francs à 200, de 200 à aujourd'hui. Je crois que aujourd'hui, ça coûte, je crois, environ 400 francs. Voilà. Donc, ce journal a commencé par une stratégie de pénétration en nous donnant d'abord gratuitement un prix bas, prix zéro. Ensuite, lorsqu'on a commencé à s'intéresser aux produits, il a compris que nous, on ne pouvait plus se séparer des informations que cette entreprise nous donnait. Elle a mis à 100 francs, le prix 100 francs. Ensuite, la demande toujours forte est passée de 200 aujourd'hui, je crois que ça doit coûter 400 francs sur le marché. Voilà un exemple de stratégie de pénétration. Ensuite, pourquoi une stratégie de pénétration? Pour avoir des parts de marché. Parce que lorsqu'on n'a pas suffisamment de marché, il faut mettre en place une stratégie pour attirer les clients. Et donc, l'entreprise est obligée de mettre en place une stratégie de pénétration pour d'abord rendre les consommateurs dépendants de son produit. Augmentation des parts de marché, puisque dès lors que vous les rendez dépendants, vous commencez maintenant. Et donc, quand votre produit manque sur le marché, les consommateurs en demandent. Économie d'échelle. Voilà. L'entreprise aussi veut aussi accroître sa part de marché en augmentant sa part de clientèle. La masse critique. La recherche, toute entreprise qui existe veut augmenter sa taille, veut augmenter sa masse, veut être importante, veut que lorsqu'on parle de cette entreprise, qu'il y ait du respect. À ce moment-là, on est dans la masse critique. Amélioration du taux de pénétration. Dès lors que vous êtes une entreprise et que vous avez un produit qui, sur un espace donné, est déjà saturé, il faut pour l'entreprise de rechercher d'autres secteurs, d'autres canaux de distribution. À ce moment-là, elle donc met en place une stratégie de pénétration. Dans la stratégie de pénétration, automatiquement, elle va augmenter sa part de marché comme vous avez vu. Bien évidemment, si on met en place une stratégie de pénétration, ça veut dire qu'au départ, vous vendez à moins de coûts, c'est-à-dire que vos coûts sont élevés, un premier inconvénient. Vendre parfois à perte, parce que quand ils distribuaient à perte, pour ceux hebdomadaires, savait qu'à long terme, on va gagner. Dans la stratégie de pénétration, l'objectif est de moins gagner aujourd'hui, mais gagner plus dans le futur. Pratique du dumping. Ensuite, diapo. Voilà. Quelles conséquences? Lorsqu'on parle des formes de stratégie nationale, dans la stratégie nationale, nous avons les conséquences positives et les conséquences négatives. Par conséquence positive, nous avons ici, nous disons,
La stratégie constitue un guide sûr, n'est-ce pas, pour l'avenir de l'entreprise, puisqu'elle permet de choisir les voies les plus adaptées à la réalisation de ses objectifs. Dès lors qu'on a choisi la stratégie, vraiment, lorsqu'on met en place une stratégie, on est sûr, lorsqu'on avance, on avance sûrement. Elle permet d'anticiper le changement et donc de s'assurer un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises du secteur, c'est-à-dire par rapport aux concurrents. De même, elle constitue un modèle d'évaluation périodique qui permet à l'entreprise de s'assurer de la meilleure utilisation de ses ressources. Si on n'a pas fixé l'objectif, on ne peut pas évaluer. On prend ce qui arrive. D'accord? Voilà, on va continuer dans la conséquence. Après la conséquence positive, nous avons la conséquence négative. Ce que vous appelez souvent avantage et inconvénient. Conséquences positives, avantage, conséquences négatives, inconvénients. Alors, dans la conséquence négative, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie entraîne des coûts qui, pour une petite et moyenne entreprise, c'est-à-dire une PME, peut être hors de proportion avec le gain de croissance susceptible d'en résulter. Donc, il y a des coûts qu'il faut engager, mais en même temps, il faut savoir si on est à même de dépenser et d'avoir un retour d'investissement considérable ou acceptable. Dans la mesure où la stratégie anticipe le changement, l'entreprise ne dispose pas toujours de l'information fiable et nécessaire. Elle court dans le risque de se tromper parce que les entreprises qui sont dans ce secteur-là, n'est-ce pas, ont souvent, empreintes de certaines stratégies, ont des difficultés pour avoir les moyens nécessaires pour répondre à la demande. Alors, que retenir, n'est-ce pas, de cette séquence liée aux formes de stratégie nationale? On va toujours se souvenir que nous avons dit au départ que la stratégie nationale, c'est une stratégie qui concerne le territoire. On agit sur le territoire national. L'entreprise ne va pas au-delà. Dans la deuxième position, nous avons dit que l'entreprise met en place des actions stratégiques. Par action stratégique, nous avons vu deux types d'actions, l'action sur le produit et l'action sur le marché. Sur le produit, nous avons la spécialisation, la diversification et l'innovation. Sur le marché, nous avons la différenciation, l'écrémage et la pénétration du marché. Dans un troisième point, nous avons vu les conséquences d'une stratégie, de la stratégie sur le territoire. On a dit que c'était de manière positive. Quand on a mis en place une stratégie, il y a quand même des actions, des retombées positives. Un guide sûr pour l'avenir, ça permet d'anticiper. C'est une base sur laquelle on va pouvoir évaluer l'entreprise. Action négative entraîne des coûts, problème de fiabilité, de l'innovation, n'est-ce pas? Et à risque de se tromper. Voilà, n'est-ce pas, les trois points que nous devons retenir, n'est-ce pas, sur la stratégie, sur les formes de stratégie avec ses avantages et ses inconvénients que l'entreprise dispose, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en place une stratégie d'entreprise. Voilà, chers élèves, chers parents, ce qu'il fallait retenir, n'est-ce pas, sur cette deuxième séquence de notre module concernant la stratégie d'entreprise. Après les objectifs et les finalités, voilà, nous venons de terminer sur les formes de stratégie que dispose l'entreprise pour amorcer sa stratégie. Ici prend fin et nous verrons à la suite, comme on a vu la stratégie locale, nous allons maintenant voir la stratégie internationale avec le reste du monde. On va se séparer là, n'est-ce pas, tout en gardant en mémoire qu'il faut respecter les gestes barrières. Lavez les mains très régulièrement. Si vous sortez, mettez un masque. Merci. À la prochaine.